Eh ben, bienvenue dans cette masterclass sur la psychopathologie. Voilà, on a attendu les derniers participants. Et je vais donc vous présenter l'intérêt de se former en psychopathologie quand on est thérapeute. Voilà, donc je vais d'abord me présenter. Moi, c'est Nicolas Burel. Je suis infirmier. J'ai travaillé 6 ans en psychiatrie en tant qu'infirmier, où je pouvais faire de l'hypnose et de l'accompagnement en EMDR aussi. Et donc à côté de ça, j'ai un cabinet en tant que praticien en hypnose et praticien EMDR depuis maintenant 10 ans. Voilà. Je suis aussi fondateur de la Voix des thérapeutes avec Caroline Madé et je propose des formations en psychopathologie. Voilà, donc c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. En dehors des formations que je propose, l'intérêt c'est de comprendre ce que c'est la psychopathologie et comment surtout ça peut nous servir dans notre métier d'accompagnant. Donc c'est ce qu'on va un petit peu voir. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, l'introduction, je vais vous parler un petit peu les grandes questions autour de la psychopathologie. On va voir la définition et dans quel cadre, le contexte dans lequel ça s'inscrit, à qui ça s'adresse aussi, qui potentiellement peut faire une formation en psychopathologie, euh, l'ensemble des compétences qu'on va acquérir. Donc ça, c'est pourquoi faire un peu cette formation et surtout, qu'est-ce que ça va ajouter dans votre métier de thérapeute. L'intérêt de travailler en réseau, parce qu'après, avec ces nouvelles compétences, vous allez pouvoir du coup orienter les patients et travailler avec le système médical et paramédical. Donc on va voir un petit peu ça aussi. Et ensuite, on va parler un petit peu des ressources et des formations complémentaires. Voilà pour ça. Donc, pourquoi s'intéresser à la psychopathologie quand on est thérapeute et en quoi elle peut enrichir la pratique, même sans être psychologue ou psychiatre. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'une personne commence à avoir des symptômes, commence à se sentir mal et a une souffrance psychique, en fait, on appelle ça comme ça, généralement, elle ne sait pas vraiment vers où s'orienter. Donc là, je parle d'une personne lambda, hein. Est-ce qu'elle va voir un psychologue? Est-ce qu'elle va voir un psychiatre? Est-ce qu'elle va voir des thérapeutes de ville? Ou alors est-ce qu'elle n'en parle tout simplement pas parce qu'elle n'ose pas et parce qu'en fait le monde de la psychiatrie et de la psychologie c'est pas super bien vu encore aujourd'hui. Euh, et donc entre le moment où elle a ses premiers symptômes, où il y a une souffrance psychique, et le moment où il y a un diagnostic qui est posé, et ben souvent il y a un gros laps de temps. Et ce laps de temps, il est assez problématique aujourd'hui dans les prises en charge en psychiatrie parce que c'est le moment où la maladie va s'installer. Et au plus une maladie s'installe, au plus elle traîne et au plus c'est compliqué en fait derrière d'engager un travail en psychothérapie et de mettre en place des médicaments adaptés aussi parce que les symptômes s'aggravent, parce que la maladie prend de plus en plus d'ampleur et parce qu'il y a aussi des conséquences au niveau social, au niveau familial, etc. Et quand on est thérapeute et quand on fait de l'accompagnement en cabinet de ville, et ben forcément il y a pas mal de personnes qui s'orientent dans une première approche vers donc des thérapeutes de ville. Quand je dis thérapeutes de ville, ça veut dire les sophrologues, les hypnothérapeutes, les énergéticiens, etc. Donc un vaste champ quand même. Et donc voilà, et donc si ces thérapeutes sont pas forcément formés à la psychopathologie, et ben ils ont du mal à repérer les symptômes, les problématiques, et aussi ils ont du mal à réorienter parce qu'ils savent pas trop comment le faire, ils savent pas vers qui orienter. Peut-être qu'il y a aussi une mauvaise connaissance sur les thérapeutiques, les médicaments, et encore de la vision de la psychiatrie aujourd'hui, et du coup c'est dommage parce que au plus ça traîne et au plus c'est compliqué. Donc, quand on est thérapeute et qu'on fait de l'accompagnement, c'est intéressant de se former à la psychopathologie pour repérer, c'est ce qu'on va voir un petit peu, et donc réduire aussi ce laps de temps entre le moment où la personne souffre de symptômes de maladie du psychisme et le moment où elle est diagnostiquée. Et en quoi elle peut enrichir la pratique, même sans être forcément psychologue ou psychiatre, et ben c'est parce que la psychopathologie, c'est une étude qui est ouverte à tous, et en fait, on peut tous améliorer nos connaissances à ce sujet et aussi acquérir des compétences. Donc la psychopathologie, en fait, tout simplement, c'est l'étude des troubles psychiques et des fonctionnements mentaux atypiques. Tout simplement, en fait, ça concerne l'étude des maladies mentales.
Et le but de ça, en fait, c'est de comprendre, décrire et expliquer les symptômes, les mécanismes et les causes de souffrance psychique. Voilà, lorsqu'une personne rencontre un problème, donc on parle de souffrance psychique, donc ça pareil, c'est une définition aussi qu'il va falloir comment dire, expliquer. La souffrance psychique, c'est vraiment quand c'est pas le simple problème. On va essayer hein, de comment dire, de distinguer ces deux choses. C'est pas la difficulté du quotidien, par exemple, à vouloir arrêter de fumer, par exemple, ou alors des difficultés de relation dans le couple, ou une anxiété légère, on va dire, qu'on peut ressentir au quotidien. C'est pas vraiment ça. Il y a euh, une distance, en fait, on va dire qu'il y a des degrés dans la souffrance psychique, et il y a des difficultés, des symptômes, en fait, qui vont avoir des conséquences, où il va y avoir des ramifications. Une anxiété, par exemple, qui va nous empêcher de dormir. Voilà, cette anxiété-là, il va y avoir une aggravation. Et le fait que on n'arrive pas à dormir, ben, on va avoir une humeur qui est peut-être moins bonne la journée, moins stable. Donc on va commencer à avoir des troubles de l'humeur et on va commencer à prendre de la distance peut-être dans notre travail, avec nos amis, avec notre famille. Et au fur et à mesure, en fait, cette anxiété qui a un petit peu grossi, qui a commencé à créer des problématiques du sommeil, va commencer à avoir de plus en plus de problématiques. Et là, en fait, la personne va commencer à souffrir de cette anxiété. Et là, on va parler de symptômes, en fait. Donc la personne va présenter un ensemble de symptômes, et le but justement c'est de comprendre aussi les liens entre ces symptômes, de pouvoir les décrire et donc de les expliquer. Ça comprend donc les troubles anxieux dépressifs, les troubles névrotiques, on pourrait les catégoriser là-dedans, les troubles psychotiques du coup, ou encore les troubles de la personnalité. Ça c'est tout ce que comprend l'étude de la psychopathologie. Évidemment, ici on fait une introduction et on essaie de comprendre ce que c'est en fait, mais d'une formation en psychologie, évidemment on va aller en profondeur dans la connaissance de ces pathologies. Donc l'ensemble des symptômes, les traitements, etc. La psychopathologie repose à la fois sur des approches cliniques issues de l'observation et de l'écoute du patient, et surtout des modèles théoriques. Donc la psychanalyse, la thérapie cognitive et comportementale, et des approches aussi biologiques, parce qu'en fait il y a des maladies du mental qui sont liées à des phénomènes biologiques, comme la dépression par exemple, qui peut être une défaillance dans la production d'hormones ou dans la captation d'hormones. Donc c'est vraiment quelque chose de biologique et non de psychique, du coup, de volontaire. Ou alors lié à des croyances limitantes, tout ce genre de choses. Ce domaine va bien au-delà de l'étude de la compréhension des maladies du psychisme et intègre la pharmacologie, l'éducation thérapeutique, la posture du thérapeute, j'ai oublié un S à posture, et la communication. Donc ça va bien au-delà de juste simplement l'étude en fait de connaître les symptômes d'une maladie et comment une personne pourrait vivre ces symptômes. Ça va bien plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on comprend ici dans cette définition que si une personne lors d'un entretien nous dit qu'elle prend tel médicament, et bien là, dans nos connaissances, on va pouvoir piocher, se dire, ben tiens, tel médicament, c'est prescrit pour l'anxiété, et donc je peux déduire que cette personne a déjà vu un médecin qui lui a prescrit ce traitement pour traiter l'anxiété. Et donc je vais réévaluer moi de mon côté l'anxiété. Donc ça va venir compléter notre champ de compétences et notre vision de thérapeute de cette manière. Désolé pour la présentation qui est très scolaire du coup de ce PDF, mais voilà, j'ai pas trop eu le temps de mettre des animations dessus, voilà. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on ait un peu les infos. La prochaine fois, je me pencherai un peu plus euh, sur la forme du coup. La psychopathologie, c'est différent. On parle pas de diagnostic ni de psychothérapie, d'accord? La psychopathologie, il faut voir ça vraiment comme un champ de compétences qu'on va acquérir, mais c'est pas grâce à ça qu'on va mettre en place un diagnostic. Euh, donc voilà, le simple fait euh, de, de, de relever chez une personne qu'elle a, par exemple, tous les symptômes d'une dépression, on va pas pouvoir lui dire à la fin de la séance, voilà, vous êtes atteinte de dépression, parce que ça, c'est dans un cadre légal. Donc, connaître la psychopathologie, ça va être aussi connaître nos limites,
et qu'est-ce qu'on peut dire au patient ou non, et vers qui on le renvoie pour qu'il puisse être au courant de ce qu'il a. Parce que nous, on va pouvoir faire seulement des théories, à part si, évidemment, vous êtes en capacité de pouvoir établir un diagnostic, mais du coup, vous n'aurez pas besoin de ces connaissances ou de cette formation, parce que vous serez déjà formé. Bien que ça peut servir de piqûre de rappel. Donc on va pas pouvoir mettre en place de diagnostic, et aussi on va pas faire de psychothérapie grâce à la psychopathologie, parce que nous, le but, ça va être justement d'identifier les symptômes et de trouver une bonne posture face à ça. On va l'expliquer après, et donc ça va être surtout d'accompagner le patient dans son processus d'accompagnement, mais au sein de l'accompagnement qu'il pourra avoir face à sa maladie du coup, mais voilà, on va peut-être pas engager de psychothérapie, sauf si on est psychothérapeute, encore une fois, hein. Mais voilà, la psychopathologie, ça veut pas dire mettre en place un diagnostic et faire de la psychothérapie autour de ce qu'on a pu identifier chez le patient. Ça, c'est vraiment important parce que, en termes de législation, on n'a pas le droit. Voilà. Et le fait de connaître aussi le cadre dans lequel on va pouvoir agir en tant que thérapeute, ça fait partie de nos responsabilités. Euh, donc voilà, ça aussi c'est très important de dire, bah tiens, je connais mes limites aussi et je sais ce que j'ai le droit de dire ou non au patient. Ça sécurise un petit peu la prise en charge. À qui s'adresse la psychopathologie? Donc si vous avez des questions pendant que je passe toutes ces étapes, n'hésitez pas à me les demander par le chat. Euh, N'hésitez pas, pardon, j'ai mon chat qui vient me voir pendant le webinaire. N'hésitez pas voilà, à me les demander par le chat, et puis je pourrai vous y répondre. Voilà, le petit chat. Donc, à qui s'adresse la psychopathologie? Ça s'adresse à tous les professionnels de la relation d'aide, donc les kinésiologues, les hypnothérapeutes, les énergéticiens, les sophrologues, et toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement. Ça peut même aller jusqu'aux profs de sport, selon comment vous faites vos séances et selon comment vous les engagez, comment vous accompagnez les personnes qui sont avec vous. Et ben en fait, si vous vous mettez à discuter et en fait à mettre en place un cadre relationnel avec eux, ça peut être intéressant pour vous de vous former. Donc ça s'adresse à toutes les personnes qui accompagnent, qui proposent des accompagnements, sous toutes leurs formes, hein, que ce soit en ligne, en présentiel, ou voilà. La psychopathologie, ça va permettre d'acquérir un ensemble de compétences, c'est-à-dire de sécuriser sa pratique. Ça, c'est vraiment, dans un premier temps, c'est vraiment la chose qui va être essentielle, c'est-à-dire que grâce à ces compétences et ces connaissances, en fait, je vais pouvoir être bienveillant face au patient, et surtout pouvoir savoir comment je vais me positionner avec lui, ce que je vais lui dire, et ce que je vais ce que j'ai le droit de lui dire en tout cas. Et surtout, si je peux identifier un moment de crise, ou un moment où le patient va vraiment pas bien et souffre extrêmement, et ben en fait, je vais pouvoir mettre en place des choses, comme le réorienter par exemple, ou lui proposer d'aller aux urgences psychiatriques, ou d'aller voir un psychiatre, ou quoi que ce soit. Et donc ça permet vraiment de sécuriser sa pratique. Et c'est très important. Dans le cadre des addictions, par exemple, ça peut être, ça peut être quelque chose qui peut arriver en fait, hein, d'arriver à une limite avec le patient et de lui dire bon bah là en fait j'ai atteint ma limite et il faut que vous ayez voir quelqu'un. Dans le cadre aussi d'un risque suicidaire, si la personne souffre énormément, on voit ça aussi en psychopathologie, comment gérer une problématique de risque suicidaire. Forcément dans la connaissance des symptômes liés aux maladies mentales, parce qu'en fait, dans la maladie mentale, il y a donc un diagnostic de maladie, par exemple la dépression, et dans la dépression, on va avoir un ensemble de 14 symptômes. Le médecin, pour diagnostiquer une dépression chez le patient, il faut qu'il ait 7 symptômes ou plus, mais nous, on va avoir ce tableau et on va avoir cette connaissance que ces 14 symptômes font partie du tableau de la dépression. Il y en a certains qui font aussi partie du tableau de la bipolarité,
Et en fait, voilà, on va pouvoir un peu jongler avec ces tableaux pour pouvoir se dire, ben, tiens, là, le patient, je remarque qu'il a tant de symptômes et ça colle plutôt bien au tableau, donc je vais pouvoir agir et mettre en place quelque chose. Et donc d'être en mesure de les repérer chez les patients. Parce qu'avoir juste la connaissance théorique, c'est sympa, mais en fait, le but, ça va être d'actionner aussi les leviers pour se dire, bah, tiens, là, effectivement, je vais pouvoir approfondir mon questionnaire et ma relation avec le patient pour voir si le symptôme est avéré, si c'est vraiment un symptôme ou si c'est juste une petite difficulté. Comme je vous l'ai un peu dit tout à l'heure, ça va être aussi de cerner ses limites. Parce que en tant que thérapeute, généralement on travaille seul, on se sent un peu isolé, donc ça c'est plutôt d'expérience, hein. Euh, et en fait ça peut être difficile de se dire, ben, tiens, je me retrouve confronté à telle situation, je n'arrive pas parce que le patient en fait et ben en fait, il joue à tel jeu avec moi dans le cadre de la relation, c'est-à-dire que tout ce que je lui propose, il le met en échec, et en fait, j'ai pas réussi à identifier la pathologie du patient, et finalement, s'il en a une, hein, là on parle de cas où voilà. Et en fait, du coup, ben, ce patient, je trouve pas ma limite, et moi, je me retrouve en souffrance et en difficulté parce que le patient me met à mal. Et donc ça, bah, des fois c'est dommage parce que bah, déjà qu'on travaille seul, déjà que c'est difficile d'être entrepreneur, d'avoir son cabinet, de gérer tout ça et la vie à côté, de gérer aussi les émotions des patients par rapport à tout ce qu'ils nous transmettent. Et ben en fait, si on a des difficultés pour cerner nos limites, ça peut être compliqué. Et là, bah, du coup, avoir plus de connaissances en psychopathologie permet de mieux définir nos limites et du coup, plus se respecter en tant que thérapeute et savoir où manœuvrer aussi en tant que thérapeute. Vers où je vais, qu'est-ce que je propose aux patients, est-ce que c'est dans mon champ de compétences ou non, est-ce que là j'ai besoin d'aide ou non. Améliorer ses connaissances en psychopathologie aussi, ça va permettre de savoir orienter le patient. Donc ça, quand on est pareil, seul et isolé en fait, et que eh ben, on se dit, donc on a accepté qu'on avait atteint des limites, on n'arrive plus à avancer avec le patient, on est en difficulté, et en fait, ben maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je l'oriente? Est-ce que je lui dis d'aller voir son médecin traitant? Est-ce que je fais un compte rendu? Est-ce que j'adresse le patient que je suis en train de suivre vers une structure hospitalière, vers un médecin, vers un psychiatre? Vers qui en fait? Est-ce que c'est un psychiatre qui va pouvoir l'aider pour une addiction à l'alcool par exemple? Ou est-ce que c'est pas plutôt un addictologue? Est-ce que je connais des addictologues? Est-ce que je sais? Voilà, tout ça c'est des questions en fait auxquelles on va pouvoir répondre pendant une formation. Et, euh, et ça c'est hyper important parce que si on ne sait pas comment orienter un patient, bah, en fait on ne l'oriente pas. Et donc ça aide pas à réduire justement ce laps de temps dont vous parlais au début. Et vous risquez aussi d'être en souffrance en tant que thérapeute dans cet accompagnement. Donc ça va être assez important aussi de comment savoir réorienter notre patient. Ça veut dire aussi adopter une posture adaptée. Alors attendez, parce que j'oublie peut-être des trucs. Euh, Parce que dans le savoir réorienter, en fait, ça veut dire rentrer en communication aussi avec les structures hospitalières et les médecins, et donc le domaine médical et paramédical, et ça veut dire aussi bah, savoir communiquer avec eux avec un vocabulaire adapté. Et ça, c'est assez important quand on est thérapeute de ville et qu'on n'a pas eu de formation médicale ou paramédicale. Ben, en fait, si on s'adresse à des médecins ou à des infirmiers ou quoi que ce soit, des psychologues, et qu'en fait on n'est pas formé, qu'on n'utilise pas le vocabulaire qu'il faut, on n'a pas repéré la symptomatologie, et on ne sait pas l'exprimer comme il faut en tout cas, et ben le suivi et l'orientation peut aussi poser un problème parce que le milieu médical peut ne pas comprendre votre demande aussi. Donc ça va être plutôt important euh, de pouvoir communiquer, rentrer en communication avec eux et le faire de manière adaptée. Euh, Ça va être aussi du coup adopter une posture qui va être adaptée du coup donc envers son patient, c'est-à-dire le fait de poser une limite et de poser un cadre et de lui dire les choses en fait et de lui dire d'une manière adaptée. Euh, donc on va se positionner différemment avec notre patient parce que alors moi j'appelle les personnes qui viennent me voir en cabinet des patients parce que j'ai une formation paramédicale en tant qu'infirmier et que je fais de l'accompagnement et j'en suis persuadé et dans les cours que j'ai eus et dans l'éthique que je propose aux personnes que j'accompagne, ce sont des patients pour moi. C'est un débat, il y a des personnes qui appellent ça des clients,
parce que peut-être ils n'ont pas eu cette formation, ou peut-être que légalement il y a des grands points d'interrogation sur ces pratiques. C'est une vision. Aujourd'hui, je fais ces webinaires, et donc de mon vécu et de l'expérience que j'en fais, pour moi, les personnes que j'accompagne sont des patients, en dehors de tout l'aspect administratif, juridique ou légal ou quoi que ce soit, dans l'approche que j'en fais et dans l'accompagnement que je leur propose, ce sont des patients. Parce que justement, il y a toute cette approche en psychopathologie, je ne propose pas qu'un cadre qu'un cadre de soins, pardon. Je viens aussi pour repérer des choses qui ne vont pas dans ce qu'ils vont pouvoir exprimer. Je vais pouvoir réorienter. Je travaille avec des structures en psychiatrie ou autres, hein, que ce soit dans le médical aussi, au niveau somatique. Donc voilà, la posture n'est pas la même quand on est soignant et quand on se forme en fait à l'éthique thérapeutique et à la psychopathologie qui en fait partie en fait. Et pareil, on va adapter nos outils, notre rythme et notre langage, parce qu'on va pouvoir repérer, par exemple, dans l'accompagnement d'une personne qui est bipolaire, on va pouvoir repérer lorsqu'elle est en phase haute, lorsqu'elle est en phase basse, si elle est en état mixte, etc. Et donc on va pouvoir s'adapter, et on va forcément pas lui proposer les mêmes choses selon ses états. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, se fait plutôt naturellement pour la plupart d'entre vous dans vos accompagnements. Mais le fait de pouvoir poser un mot dessus, ça peut être quand même super intéressant, tout simplement en fait, pour en fait aller perfectionner tout ça, pour prendre conscience de ce que l'on fait au quotidien dans nos accompagnements et pour pouvoir être plus compétent là-dedans. Et donc ça garantit aussi une qualité d'accompagnement, parce que si on propose un service à un patient, si on propose un service d'accompagnement thérapeutique, ça sous-entend qu'en fait, on va pouvoir repérer s'il y a quelque chose de plus grave derrière. Euh, et donc c'est relatif à la qualité des soins qu'on propose, chose qui est de la responsabilité un peu de chaque thérapeute quand même de se former, euh, chose que la plupart d'entre vous font en fait, hein. On se forme avec des techniques où on vient compléter notre approche, parce que c'est ce qu'on retrouve souvent chez les thérapeutes avec qui on parle avec la voix des thérapeutes, c'est-à-dire qu'on on se contente pas à être juste hypnothérapeute ou sophrologue en fait, ou énergéticien ou quoi que ce soit. On est sans cesse dans cette démarche de formation, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou que ce soit dans la thérapie. Et ces accompagnements vont être en fait très importants, et ces formations en fait vont être très complémentaires. Et ces formations-là garantissent aussi votre qualité d'accompagnement. Euh, toutes ces compétences qu'on va acquérir, elles vont poser un autre regard sur notre pratique, un regard complémentaire en fait. Donc c'était l'intitulé de ce webinaire, hein, la psychopathologie ou un regard thérapeutique. Euh, pour les personnes qui n'ont aucune expérience, qui n'ont aucune connaissance en psychopathologie, le fait de connaître, de rentrer dans les connaissances du monde de la psychiatrie en fait, et de la psychologie va être ça va être juste des formations, ça va être des introductions, hein, pour devenir psychiatre. Il faut être médecin, donc ce sont des années d'études, etc. Là, en fait, ces formations vont me donner un œil. On va être des personnes qui vont pouvoir repérer dans notre profession euh, certains symptômes et certaines difficultés. Dans mon expérience personnelle, j'ai fait ces 6 ans en psychiatrie à la clinique des Trois Soliès, en hôpital de jour à Soliès-Touca. Et c'était une demande de ma part à la base, parce que j'avais un cabinet où je travaillais seul, et je m'étais rendu compte que justement j'avais pas assez d'expérience. Je m'étais retrouvé quelques fois en difficulté, pour ceux qui ont écouté le podcast où je me présente, en difficulté devant des patients. Et en fait, j'avais senti que j'avais atteint mes limites, et en fait j'ai aidé ni moi ni le patient. Enfin, c'était très compliqué quand on s'était retrouvé dans une situation où on n'arrivait pas à beaucoup avancer, on se mettait un peu en difficulté avec le patient, hein, parce qu'on est deux dans cet accompagnement au final. Et je m'étais retrouvé donc en hôpital de jour, où j'avais été embauché en tant qu'infirmier, et je pouvais faire de l'hypnose. Euh, Dans cet hôpital de jour, il y avait un psychiatre et un psychologue qui faisait de la pleine conscience, une psychomotricienne qui faisait de la relaxation, une ergothérapeute, et d'autres infirmiers qui avaient eux aussi leur spécialité. Et on travaillait en équipe pluridisciplinaire autour du patient.
Et donc forcément, le psychiatre aussi était formé à la psychanalyse, donc ça faisait donc l'équipe plutôt branchée TCC, thérapie cognitive comportementale, et le psychiatre plutôt psychanalyse, et on travaillait tous en collaboration autour des patients. Et en fait, c'était hyper instructif et hyper enrichissant. Et ce que ça m'a appris, en fait, le fait d'être confronté aux connaissances de psychopathologie de cette manière, parce qu'il y avait des synthèses toutes les semaines où on parlait autour des patients, donc j'étais obligé de m'intéresser à ça, de me former, et donc d'acquérir le vocabulaire aussi médical et paramédical. Et c'était pour ça que j'étais allé dans ce service, hein. Et au plus j'avais ces connaissances théoriques, au plus je voyais des cas pratiques avec les patients, et au plus, en fait, à chaque fois que je faisais un premier entretien avec les patients, je voyais que je m'ouvrais aussi à mon instinct. Donc il y avait un peu ce parallèle au cours d'une même séance où dans un coin de ma tête, j'avais toutes ces connaissances et donc je rattachais tous les symptômes du patient aux connaissances que j'avais. Alors du coup c'était pas pareil puisqu'on était dans un service de soins, c'était post-hospitalisation complète, donc j'avais un compte rendu et je savais ce que le patient avait, parce que le diagnostic était posé sur le compte rendu, je savais les traitements qu'il avait, etc. Mais du coup je le confirmais aussi pour le premier entretien parce que c'était les infirmiers qui faisaient le premier entretien. Et donc à chaque entretien, il y avait cette espèce d'instinct qui venait, et voilà, il y avait une espèce de feeling avec le patient où c'est pas que je ressentais au fond de moi, mais c'est que je me disais, bah tiens, ce patient, en fait, il a peut-être tel trouble, tel diagnostic, et en fait, ça vient corroborer un petit peu, ou alors des fois je me trompais, mais il y a cette espèce d'accompagnement, enfin voilà, c'est un peu compliqué à expliquer, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. En parallèle, il y avait toutes ces connaissances théoriques, et en même temps, il y avait, bah tiens, je sens qu'il se passe ça avec le patient, et je vais aller le titiller, le questionner sur ça, pour voir jusqu'où ça va, pour voir si j'ai raison ou non, et pour voir si lui me le confirme dans son récit et dans son expérience de vie, et le pourquoi il vient ici aussi. Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant parce que quand on a ce regard de connaissances théoriques, enfin quand on a toutes ces connaissances théoriques et qu'on a le regard du coup de la psychopathologie sur les accompagnements qu'on propose, ben, d'un autre côté, enfin moi en tout cas ça m'a fait ça, j'avais cette partie un peu instinctive qui était encore plus exacerbée. Voilà. Euh, voilà, pour vous donner un exemple, en fait, quel exemple je pourrais vous donner par rapport à ça? Une personne qu'on reçoit parce qu'elle a des troubles de la personnalité. Voilà, c'est écrit ça sur le diagnostic. Bon, troubles de l'humeur et de la personnalité, concrètement, ça peut être tout ou rien en psychiatrie, hein. La liste de symptômes est tellement grande là-dedans que voilà. Et donc on a cet entretien et la personne en fait en face de moi commence à m'agacer et elle m'agace, elle m'agace, elle m'agace et en fait à la fin de l'entretien, je me dis, fou là, je suis content d'avoir terminé cet entretien, parce que c'était dur en fait à vivre comme entretien. C'est difficile, des fois il y a des entretiens qui sont comme ça arrive, et ça veut pas dire qu'on va réduire notre qualité de soins parce que la personne nous agace pendant l'entretien, mais on le ressent, c'est comme ça, on peut pas se couper de ça non plus. Et en fait, en sortant de cet entretien, on a à voir le psychiatre et en échangeant sur ce sentiment, et ben en fait, le psychiatre m'avait dit à ce moment-là, ben, le fait d'être agacé quand tu sors d'un entretien peut être aussi un symptôme, en tout cas c'est un élément, c'est un indice qui va en faveur du trouble de la personnalité. C'est-à-dire que si la personne elle a un tempérament où à chaque fois elle le fait de manière très subtile, elle agace les personnes qui sont autour d'elle à chaque fois qu'elle parle, ben en fait elle se retrouve vite isolée, et du coup dans ce qu'on appelle le trouble de la personnalité, l'interaction qu'elle va avoir avec les autres est toujours dans cette espèce de titillement. Et donc, instinctivement, il y avait eu ce truc, c'est ça que j'appelle l'instinct en fait, hein, c'est le fait que je me suis dit, bah tiens, je suis agacé, j'ai pas refoulé mon émotion, mais en fait, voilà, il y avait ce sentiment qui était là, et en fait, au fur et à mesure, on écoute à apprendre ces sentiments, le ressenti qu'on a par rapport aux entretiens avec les patients. Donc voilà, ça permet un peu de connecter aussi, et ça, je trouve que ça permet de mieux se protéger quand on est thérapeute par rapport aux patients qu'on a en face de nous et de la charge émotionnelle qu'ils peuvent lâcher dans le cabinet, dans l'entretien. C'est aussi de prendre en compte ce qu'on ressent en tant qu'accompagnant et du coup d'en faire quelque chose. Ah bah oui, j'ai été agacé,
j'en peux plus de cet entretien, mais en même temps, je sais pourquoi. Parce que la personne a une trouble de la personnalité et que voilà. Donc voilà, au niveau de mon expérience personnelle, je retiens ça et je refoule pas du tout aujourd'hui. Au contraire, j'essaie de me connecter à ce que je ressens pendant la séance. Ça me donne des indices en fait, sans forcément dire que c'est ça qui va me dire bah tiens, je suis dans le vrai. Juste bah tiens, j'ai ressenti ça et en fait, peut-être que ça m'oriente vers telle ou telle piste. Quand on va être confronté à ce genre de difficultés ou à ce genre de patients. Donc c'est pas du tout la majorité des cas, hein. La plupart des patients que vous allez rencontrer en thérapie de ville vont plutôt bien généralement. Mais si vous repérez des symptômes, là ça va être le moment de le réorienter, comme on a dit tout à l'heure, de l'orienter. Et il y a un grand intérêt aussi de travailler en réseau. Déjà, il n'y a pas de crainte à se dire, bah tiens, c'est mon patient, et en fait, si je le réoriente et que je l'oriente vers un psychiatre ou vers une structure comme un hôpital de jour ou quelque part, c'est pas pour ça qu'il va plus vous voir, ce patient. Au contraire, vous allez gagner en crédibilité, en fiabilité, et vous allez pouvoir maintenir l'accompagnement avec lui. Alors forcément, peut-être de manière un peu plus espacée, mais ça va être important que ce patient continue avec vous l'accompagnement parce que déjà il a commencé avec vous, parce qu'il y a une relation de confiance, et que si ça marche pas, si le feeling passe pas avec le corps médical, ben au moins il maintient cette connexion avec vous. Ça aussi c'est un grand sujet dans la psychiatrie. Lorsqu'un patient ben, n'a pas le feeling avec un psychologue ou avec un psychiatre ou une structure de soins, ben en fait il arrête et il se dit c'est pas pour moi, et en fait il va pas vers d'autres structures. Il perd confiance au corps médical et du coup ça c'est pas évident. Donc vous déjà voilà vous allez pouvoir continuer la prise en charge parce que vous avez des compétences. Et donc voilà, l'intérêt c'est donc d'être en capacité d'orienter, on l'a un peu dit tout à l'heure avec le bon vocabulaire, etc. Donc communiquer avec le vocabulaire adapté, de participer au programme thérapeutique, parce que si vous rentrez en connexion avec un médecin ou avec une équipe soignante, eux ils vont pouvoir aussi rentrer en connexion avec vous et dire bah voilà, on a travaillé sur telle chose avec ce patient-là, on sait que vous le voyez en cabinet, du coup, ben, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble pour avoir le même discours en fait sur telle problématique? Si on parle d'addiction par exemple, et ben on va venir vérifier que les thérapeutes de ville ont le même discours. Voilà. Moi, en travaillant en psychiatrie, ça m'est déjà arrivé d'appeler des thérapeutes parce qu'ils n'avaient pas le même discours que nous, et donc pour qu'on s'accorde en fait. Généralement, ça se passe dans ce sens-là. Si le patient nous dit, bah voilà, ma psychologue m'a dit ou mon sophrologue m'a dit que euh, mon lien à l'alcool c'était ci, ça et que c'est adapté, bon, bah, on va pas l'appeler. Mais si on voit que c'est inadapté comme discours, bah là, du coup, on se permettait de les appeler. Ouais. Et donc, on en profitait pour dire, bah nous, on a fait ça avec ce patient. Et donc, au moins, vous êtes au courant et ça vous fait intégrer le programme thérapeutique. Ça permet aussi en tant que thérapeute d'agrandir son réseau parce que bah voilà, on va commencer à communiquer avec des structures de soins et donc telle personne a travaillé sur tel problème, a réglé des traumatismes par exemple avec le MDR et bah, coucou moi j'existe, j'ai pris en charge un de vos patients et en fait et ben, on a un autre patient qui a un problème similaire donc on va vous l'envoyer. Et en fait du coup il y a un échange qui se crée comme ça avec des structures et ça c'est plutôt agréable de bosser avec du personnel médical et paramédical parce que c'est aussi garant de gage de qualité. Voilà, quand notre médecin nous adresse un thérapeute de ville, bah forcément on lui fait plus confiance. Et donc on est forcément reconnu par les professionnels médicaux et paramédicaux, et ça c'est cool. C'est sympa quand même, ça valorise un peu notre travail de thérapeute de ville parce que ben, on communique ensemble et on communique sur ben, euh, pas forcément le même plan, mais en tout cas avec le même vocabulaire et au même niveau, quoi. Donc ça c'est top. Parce que le but c'est toujours d'articuler la prise en charge autour d'un patient. Et donc ça c'est pareil en tant que thérapeute de ville, bah, ça nous fait prendre un peu de distance aussi avec bah, ce qu'on fait, ça nous fait prendre un peu plus de sens, de voir qu'on n'est pas tout seul, enfin voilà, il y a plein d'avantages à ça. Des structures de soins, il y en a vraiment beaucoup, enfin, de partout, hein, mais voilà, que ce soit du personnel médical ou paramédical indépendant, hein, ça peut aller du médecin psychiatre, du médecin généraliste, aux infirmiers libéraux, aux psychologues, etc. Comme ça peut être des structures d'hospitalisation complète, d'hôpital de jour, des structures d'urgence, enfin, voilà, il y en a vraiment, vraiment beaucoup avec qui prendre contact
et voilà, ils sont tous plus ou moins ouverts. Après, ça dépend un peu de la directive du service, mais ça coûte rien d'essayer, en tout cas de rentrer en communication avec eux. Et donc forcément le faire de manière adaptée, ça c'est primordial, parce que si on reçoit un courrier ou un mail d'un thérapeute en fait qui sait pas trop ce qu'il raconte, ou alors qui est un peu à côté, ou qu'on ne comprend pas tout simplement, ça va être dur de rentrer en interaction avec lui. Ça va être dur de lui faire confiance aussi. Parce que de l'autre côté, les médecins et les psychologues et le corps médical doivent orienter vers des personnes de confiance. Donc voilà, c'est très important. Au niveau des ressources et des formations complémentaires, comment se former en psychopathologie? Il y a pas mal de centres, enfin de centres de formation qui proposent des formations en psychopathologie. Moi, je propose donc avec la Maison de Colline à Olioul une formation qui est sur 3 sessions de 2 jours. Le financement peut être pris en charge par le CPF, donc ça c'est plutôt cool, ou par un financement perso. Et voilà, si vous préférez, si vous n'avez pas de financement CPF et que vous voulez vous financer avec un financement perso, et ben si vous êtes adhérent à la Voix des thérapeutes, vous avez moins 10%. Et ça, c'est valable sur toutes les formations de la Maison de Colline. Voilà, donc pendant cette formation, on voit tout ce qu'on a, ce dont j'ai parlé aujourd'hui, et aussi on intègre là-dedans tout ce qui est pharmacologie, et donc forcément des cas pratiques et plus de connaissances, enfin tout simplement des connaissances sur les différentes maladies du psychisme. Et des outils aussi pour prendre en charge ces patients. Au niveau des ressources complémentaires, eh bien, je vous propose 3 œuvres. Déjà, si vous en prenez connaissance, c'est cool. Il y en a pas mal d'autres que je pourrais vous transmettre si vous voulez. Je les mettrai dans le replay de ce webinaire. Il y a Ensemble on a beau en silence de Gringe qui est sorti en 2020. Gringe, c'est, je ne sais pas si vous connaissez Orelsan qui est un rappeur français. Et Gringe, c'est son collègue en fait qui rappait avec lui. Ils ont fait tous les deux la série qui s'appelait Bloqué sur Canal+. Et lui, en fait, son frère est psychotique. Et donc, il est schizophrène plus précisément. Et donc, il a écrit un livre. Donc, c'est Gringe qui raconte l'histoire de comment lui, il a vécu en tant qu'accompagnant l'histoire de son frère qui est psychotique. Et comment son frère a pu gérer sa maladie, etc., etc. Et c'est hyper enrichissant parce qu'on voit vraiment de l'intérieur, en fait, en termes de psychopathologie, voilà, il décrit les symptômes de son frère et lui comment il les voit en tant qu'accompagnant. Donc c'est très proche de la réalité et voilà, ça permet de mieux comprendre ce que c'est que la schizophrénie et, euh, et du coup des symptômes. Voilà. Le deuxième, c'est 5 leçons sur la psychanalyse de Freud, qui est sorti en 1910. Ce qui est très sympa avec ce livre, alors juste je vais vous confirmer quelque chose parce que c'est plutôt important. Pardon, je regarde sur internet en même temps. Puisque c'est une édition particulière qu'il faut, c'est... Ah, bah mince alors. Petite biblio Payot. Voilà. Je vous le mettrai aussi en lien dans la description, le lien pour acheter le livre directement. La pochette est bleue. 5 leçons en psychanalyse de Sigmund Freud. Euh, Donc c'est Freud en fait qui décrit 5 leçons en psychanalyse, donc ça veut dire 5 cas pratiques et 5 pathologies différentes. Et donc ça permet d'avoir un point de vue aussi, enfin un point de vue, de mieux comprendre ces pathologies parce qu'il décrit tous les symptômes et voilà. Et en fait, ce qui est sympa dans l'édition que je viens de vous dire, c'est que dans la préface, en fait, on recontextualise Freud, comment il est arrivé dans le monde de la psychiatrie à l'époque. Et ça, c'est hyper important parce qu'il faut savoir, à l'époque, on traitait l'hystérie par une ablation de l'utérus, par une hystérectomie, en disant que voilà, l'hystérie, ça concerne que les femmes.
Et en fait, lui, il est arrivé, donc imaginez, dans le monde de la psychiatrie, en disant, bah en fait, non, on va plus traiter l'hystérie de cette manière, on va la traiter avec de la psychanalyse, donc en parlant simplement. Donc tout le monde est resté, tout le monde pensait que c'était une maladie somatique, en fait, et lui, il a dit non, c'est plutôt une maladie psychologique, voire psychiatrique. Et donc, en fait, il a révolutionné la psychanalyse et le monde de la psychiatrie à son époque. Voilà, c'est comme si aujourd'hui on prenait une maladie lambda qu'on traite avec une opération et on dit bah en fait non, c'est plus comme ça qu'on traite, c'est d'une manière psychologique avec un accompagnement en psychiatrie et en psychothérapie. Aujourd'hui, je pense pas qu'on pourrait le faire. Enfin voilà, donc c'était sympa de recontextualiser un peu l'approche de Freud dans le temps en fait, l'approche de la psychiatrie dans le temps. Et donc une troisième ressource que je vous propose, c'est Walter Freeman ou La folie de la lobotomie. C'est Fabrice Drouel euh, j'ai pas le mot, un journaliste, pardon, Affaires sensibles sur France Inter. Donc c'est un podcast. Vous le retrouvez du coup sur les replays de France Inter. Et donc ça revient en fait sur l'histoire de la lobotomie. Et j'aime bien en fait ce genre d'informations, ce genre de ressources en fait, parce que ça nous recadre un petit peu sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le monde de la psychiatrie. Voilà, il y a moins de 100 ans, on faisait des lobotomies lorsque les personnes étaient dérangeantes, lorsque les personnes étaient considérées comme malades en fait, au niveau psychique, et ben en fait on leur coupait des morceaux de cerveau, on faisait des lobotomies. Et ça c'était il y a 100 ans, quoi, il y a moins de 100 ans même. Donc c'est hyper récent en fait, et aujourd'hui du coup on a quand même pas mal évolué par rapport à toutes ces prises en charge. Donc voilà, c'est hyper intéressant, je vous propose de le lire. Voilà. Le webinaire, merci beaucoup pour votre participation, je vous souhaite une très bonne soirée. Ce webinaire sera en replay sur la voix des thérapeutes sur la boîte à outils. Voilà, je vous dis à très bientôt, on se voit pour un prochain webinaire avec Laura Fanton sur l'administratif. À bientôt.